Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 2 mars, j'ai été l'invité de CNews pour un débat de débriefing de l'émission qui avait lieu juste avant et dans laquelle Éric Zemmour était l'invité. Alors j'ai dit qu'il ne parlait pas du tout d'écologie, c'était incroyable, dans une émission d'1h30, il n'a pas dit un mot d'écologie, enfin sauf pour en dire du mal. Et puis ensuite, j'ai appuyé sur une chose qui me semblait assez centrale dans son discours, c'est la mise en cause de la sécurité sociale et du modèle social français. Ensuite, on a parlé d'un tout autre sujet, on a parlé de l'Ukraine évidemment, à la fois en lien avec cette émission d'Éric Zemmour, mais aussi avec l'intervention d'Emmanuel Macron, le président de la République, hier soir, donc ce mercredi soir également. Je vous laisse regarder cette vidéo et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Bonsoir Guillaume Bigot. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes politologue. Philippe Ballard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national, conseiller régional d'Île-de-France. Antoine Léaumont, bonsoir. Vous êtes orateur national de la France Insoumise. Gilles Legendre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député à l'REM de Paris et membre de la commission de la Défense nationale et des Forces armées. Merci d'être avec nous ce soir également sur ce plateau. 90 minutes d'émission avec le candidat Éric Zemmour, Élysée 2022, demandez le programme. Ma première question va être très simple. Ce soir, on est à un tout petit mois, à un mois et un peu plus de l'élection présidentielle du premier tour du 10 avril. Comment avez-vous trouvé ce soir Éric Zemmour, Guillaume Bigot ? Je dirais comme à l'accoutumée, c'est-à-dire que c'est vraiment, de mon point de vue, un candidat qui est un cran intellectuel très au-dessus de tous les autres, y compris le président de la République. Ceci étant dit, c'est sa force et sa faiblesse d'avoir un logiciel, d'une certaine façon, un système de pensée qui est cohérent, mais il n'arrive pas trop à en sortir. Donc ça peut faire erreur système, et notamment sur cette affaire des réfugiés ukrainiens. Et on va y revenir. Très bien pourquoi, finalement, effectivement, faire venir 200 ou 300 000 personnes du Sahel tous les ans dans la situation où est la France, c'est une très mauvaise idée. Mais là, on ne comprend pas bien pourquoi on ne pourrait pas tendre la main à ceux qui sont vraiment des réfugiés, pour le coup. Et on verra parce qu'effectivement, ce soir, il a été question avec Éric Zemmour de la guerre en Ukraine. On mettra en parallèle aussi la déclaration du chef de l'État qui s'est exprimé devant les Français à 20h ce soir. Votre sentiment, Philippe Ballard, sur le candidat Éric Zemmour ce soir sur CNews, 90 minutes d'émission ce soir. C'est toujours un peu la même question qui se pose. Quelle plus-value apporte Éric Zemmour ? On l'a entendu parler d'immigration, de sécurité, de politique énergétique. Quelle plus-value il amène par rapport à Marine Le Pen, par exemple ? Et on rappelle que les sondages du deuxième tour donnent Marine Le Pen à 45% et Éric Zemmour à 36-38%. Donc voilà, championne du camp des nationaux, c'est Marine Le Pen pour battre Emmanuel Macron. Mais par contre, on n'a pas compris ses propos. À plusieurs reprises, Éric Zemmour a attaqué Marine Le Pen, notamment sur les réfugiés. Je voudrais être précis, je vais reciter sa phrase qui est quand même assez troublante. Marine Le Pen veut accueillir ces réfugiés, donc évidemment ukrainiens, pour blanchir son nom. Alors, c'est juste le respect de la Convention de Genève d'accueillir des réfugiés. Et qui avons-nous en ce moment en tant que réfugiés ? Uniquement des femmes et des enfants, puisque les hommes, on le sait, sont bloqués. Tous ceux qui ont entre 18 et 60 ans restent en Ukraine. On est très loin des printemps arabes ou du flot de réfugiés qui arrivait en 2015 de Syrie, où là, il n'y avait, et les images étaient frappantes, que des hommes jeunes à 80-90%. On n'est plus du tout dans le même cas de figure, c'est tout à l'honneur. Et je pense notamment à Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui va accueillir 120 ukrainiennes avec leurs enfants. Louis Alliot va même se rendre en Pologne pour aller les accueillir. Et je pense que c'est tout à notre honneur d'accueillir ces réfugiés ukrainiens. Antoine Léaumont, votre sentiment ce soir, brièvement s'il vous plaît, sur la prestation générale du candidat Éric Zemmour. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait 2 points sur lesquels il était très faible. Le premier, c'est l'écologie. Il n'en a absolument pas parlé. La seule fois où il en parle, c'est pour dire qu'en gros, ça nous emmerde, l'écologie. Donc c'est très faible et c'est le moins qu'on puisse dire. Et le deuxième point, c'est sur la sécurité sociale. Parce que M. Zemmour nous propose de supprimer en gros ce qu'il appelle les charges, qui sont des cotisations. Et il dit que ça va impacter la sécurité sociale. Mais il ne nous dit pas de quelle manière. Et il ne nous dit pas comment il compte financer le modèle social français. Donc Éric Zemmour, finalement, en se prétendant être le candidat du pouvoir d'achat, en disant « moi je vais augmenter les salaires nets », eh bien ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il va être pas du tout le président du pouvoir d'achat si jamais il est élu. C'est même l'inverse, puisque la sécurité sociale est précisément ce qui nous permet, à nous les Français, d'être soignés gratuitement dans la majeure partie des cas, quand on a y compris des grosses opérations. Il faut que les gens sachent le coût d'une opération à l'hôpital et ce qu'il arriverait si jamais on n'avait pas la sécurité sociale, ils devraient la payer par eux-mêmes. Donc sur ce point-là en particulier, moi je pense que c'est son gros point de faiblesse. Il a absolument rien dit. Il ne donne pas son modèle de financement et vraiment ça serait très dangereux pour les Français. Gilles Legendre. Vous nous avez demandé un jugement général.
C'est jamais inintéressant. Ça peut être aussi bien sur la forme et sur le fond. C'est jamais inintéressant d'écouter Éric Zemmour. Simplement ce soir, moi je l'ai trouvé déstabilisé. Depuis qu'il est entré en campagne, par lui-même et par la réalité. Depuis qu'il est entré en campagne, c'est-à-dire depuis qu'il s'est déclaré candidat, Éric Zemmour cultive un fantasme brillant, centré essentiellement sur lui-même, nourri, comme ça a été dit, d'une très grande culture, mais très souvent déconnecté de la réalité. Il se produit en ce moment, en Europe et dans le monde, un événement qui tout d'un coup l'oblige et on va y revenir très longuement dans quelques instants. À cette réalité, c'est évidemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, à ce moment-là, le logiciel, Guillaume Bigot a utilisé ce terme-là, il me convient, le logiciel se dérègle totalement. Pourquoi ? Mais parce que, précisément, il vient souligner un immense paradoxe, à savoir que Éric Zemmour, qui tout le temps nourrit son discours, ses positions et ses propositions de références historiques jusqu'à l'indigestion, y compris ce soir, où il nous étouffe sur des références, parfois d'ailleurs fausses et parfois nauséabondes, d'histoire, de références au nazisme, etc., etc., refuse de voir le caractère historique de l'événement qui se produit devant nos yeux. Et pendant toute l'émission... Mais c'est ce qu'on lui a souvent reproché au candidat Éric Zemmour, de tout relier à l'histoire. Toute la partie de l'émission consacrée... Toute la partie de... Mais justement, il est perdu quand on sort de ce registre-là. Il est en train, dans un déni absolu, et du coup, pendant toute la séquence longue où on a parlé de l'Ukraine, il a essayé de minimiser. Il a essayé de nous faire croire que c'était pas si grave. Il a essayé de nous faire croire qu'il suffisait de dire à M. Poutine qu'on allait lui donner satisfaction sur 3 ou 4 choses pour que le conflit s'arrête et que les armes se taisent. De ce point de vue-là, il a perdu énormément en crédibilité. On voit d'ailleurs, puisque ce sont les deux événements de la soirée, vous avez d'un côté une cote de confiance qui ne cesse de grimper en faveur du président de la République et des sondages qui ne cessent de descendre en défaveur d'Éric Zemmour. Les sondages, en toute logique, on va y revenir bien sûr peut-être Guillaume Bigot, sur l'analyse que fait Gilles Legendre de la prestation de Éric Zemmour ce soir. Un Éric Zemmour déstabilisé et qui sort du cadre, entre guillemets, lorsque il sort des aspects historiques des choses. Vous le rejoignez sur ce point de vue-là ou pas ce soir ? Non, pas trop. Dire que les déclarations et d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen en faveur d'un Vladimir Poutine qui jusqu'à présent à son corps défendant, quel que soit le caractère, avant même l'invasion de l'Ukraine, le caractère odieux par certains côtés du régime de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine incarnait, je répète, à son corps défendant une forme de résistance du politique à l'égard de l'économique et notamment de l'hégémonie américaine. Et donc tous les gens qui contestaient, qui plaidaient pour, la liberté des peuples, le voyaient comme une sorte d'étendard, même un étendard extrêmement autocratique, extrêmement autoritaire. Le problème, c'est que là... Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Le problème, c'est que là, il n'a pas respecté le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le héros de la souveraineté a attaqué la souveraineté d'un autre État. C'est la première fois. Donc dans ce cas, vous parlez de l'OTAN de Poutine. C'est la première fois que des États-Unis en Irak ou des États-Unis au Kosovo. Vous voulez parler des États-Unis en Syrie. Est-ce que c'est la première fois ? Est-ce qu'on découvre vous voulez nous parler de la manière dont l'Occident a déchiré le droit international depuis la fin de la guerre froide ? Aujourd'hui, la vraie nature de Poutine. Non, mais la vraie nature des États-Unis, on l'avait très bien comprise en tout cas. C'est les États-Unis qui sont en train d'attaquer l'Ukraine ? Je ne comprends pas de quoi on parle. Mais qui peut croire des effets de manche aussi grotesques ? Je vous ai dit que Poutine avait justement envahi l'Ukraine et qu'il s'était mis dans son tort et qu'il avait... C'est pas le sujet, là, en l'occurrence. Je voudrais savoir juste si on découvre aujourd'hui. Je vous dis que la Crimée, c'est moins grave que la Serbie, que le bombardement de la Serbie, que le bombardement de Belgrade, qui a fait 500 morts, bombardé par l'OTAN. Oui, je pense que le peuple russe s'est senti agressé. Maintenant, ce qu'a fait Poutine est indéfendable. Donc, en l'occurrence, j'ai pas l'impression... pour répondre à votre argument sur le fond, j'ai pas l'impression que
Éric Zemmour ne voit pas l'histoire en train de se faire. En l'occurrence, tout le monde voit l'histoire en train de se faire. Éric Zemmour dit ceci, le patriotisme de Poutine est un patriotisme d'agresseur. On va l'écouter dans quelques instants, après une courte pause. Élysée 2022, demandez le programme avec Éric Zemmour. Vous avez peut-être suivi l'émission ce soir en direct sur CNews. 90 minutes avec le candidat à la présidentielle. Il a bien sûr été question de la guerre en Ukraine. Voici ce que le candidat Éric Zemmour pense du président russe Vladimir Poutine. C'était il y a quelques minutes sur CNews. Le patriotisme de Zelensky est un patriotisme héroïque. Le patriotisme de Poutine est un patriotisme d'agresseur. Donc je ne vais pas les mettre en parallèle. Okay. Je dis simplement que chacun sont des êtres rationnels qui défendent leur pays. C'est tout ce que je dis, vous comprenez ? Et justement, ça m'inquiète quand je vois Poutine faisant appel aux Tchétchènes. Le Kadyrov. Criant à Allah Akbar avant d'aller massacrer les Ukrainiens, ça me glace le sang. Le patriotisme de Poutine est un patriotisme d'agresseur. Vous rejoignez le candidat Éric Zemmour sur ce point de vue ou pas, Guillaume Bigot ? Qui pourrait ne pas le rejoindre ? Il y en a. Non. Citément, il n'y en a plus à la présidentielle. La personne ne défend Poutine. Le cas de Poutine est indéfendable. Je ne sais même pas si son entourage le défend et si les Russes vont le défendre très longtemps. Je ne sais même pas si on peut parler de patriotisme. Je pense que c'est vraiment un nationalisme. D'ailleurs, il y a des propos effectivement très inquiétants. Autant on peut comprendre, et il ne faut pas réécrire l'histoire, c'est très facile. Si vous voulez, il y a Poutine avant cette agression, il y a Poutine après. Et le Poutine après, évidemment, on peut lire ce qu'il était avant à l'aune de ce qu'il a fait après. Mais enfin, ça a quand même surpris tout le monde. Et en réalité, Vladimir Poutine, c'est vrai, défendait de manière intransigeante et très brutale les intérêts de la Russie, c'est sûr, comme les États-Unis défendent de manière intransigeante et brutale les intérêts des États-Unis. Mais il y avait, c'est vrai, quand on relit maintenant la prose de Vladimir Poutine... moi, j'ai lu un texte récemment, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Autant je suivais Vladimir Poutine sur la défense des intérêts russes, autant il y avait effectivement un regret, ce qu'on peut appeler l'impérialisme. En fait, il y a un texte dans lequel il ricane, il dit « mais les pays européens, citant la Grande-Bretagne et la France, se sont laissés piquer leur empire, ils ne sont plus rien, ils sont quelques dizaines de millions, etc. » Je pense que l'idée de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes lui est en fait assez étrangère. Et donc, en fait, on peut défendre le droit de la Russie à être elle-même, ça c'est sûr, et je le défends, et je pense que c'est un très grand peuple, et qu'on a tort, on a eu tort de pousser dans les cordes, et on a tort aujourd'hui de faire des Russes des monstres. Peut-être qu'ils ne méritent pas Poutine d'ailleurs, mais enfin, grosso modo, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'idée de souveraineté, de frontières, qui faisait qu'on pouvait défendre Poutine avant cette agression. Maintenant, on ne peut plus le défendre, Éric Zemmour a raison. Philippe Ballard, la position d'Éric Zemmour sur le conflit ukrainien. Je vais répondre en vous citant Marine Le Pen. Marine Le Pen est très claire, il y a un agresseur, c'est la Russie, c'est Vladimir Poutine. Il y a un peuple agressé, c'est l'Ukraine. Il ne peut y avoir qu'une solution diplomatique. Marine Le Pen propose de réunir les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et l'Ukraine évidemment, et tous les pays limitrophes de l'Ukraine. Marine Le Pen est pour que la France, Paris, se situe à équidistance de Moscou et de Washington. C'est sa ligne de conduite. On ne peut pas se passer de parler à la Russie. C'est un grand pays d'Europe, grand par sa superficie, grand par sa population, donc hors de question de faire comme si la Russie n'existait pas. Voilà, on doit parler à tout le monde, sinon on ne va plus parler aux Russes, on ne va plus parler aux Chinois, on ne va plus parler, etc., etc. Donc renouons le dialogue, la solution ne peut être que diplomatique. Antoine Léaumont. Clairement, il a changé d'avis, puisqu'il y a quelques années, il disait qu'il rêvait d'un Poutine français. Donc désormais, il n'a plus l'air de dire ça. C'est une bonne chose qui revient. Comme beaucoup de politiques. On change beaucoup d'avis en politique, vous savez. Comment ? En politique, on change beaucoup d'avis. En tout cas, M. Zemmour nous en fait la démonstration. En tout cas, sur ce sujet précisément, c'est le cas. De fait évident, Poutine est l'agresseur de l'Ukraine. Mais après, il le qualifie de patriote. Moi, j'ai un problème avec ça, parce que le patriotisme, c'est pas ça. Ça, c'est du nationalisme, ce que fait M. Poutine. Le patriotisme, c'est autre chose. C'est un mot qui nous vient de la Révolution française, le patriotisme. Ça nous vient de cette période dans laquelle on défend une république qui est en train de naître, c'est la Première République, et d'ailleurs qui, dans ses fondements, la Première République, dans son code de la nationalité, disait qu'on pouvait accueillir
les gens, que des gens qui viennent sur notre sol, au bout d'un an, pouvaient devenir des Français, et qui montre bien, en fait, la différence fondamentale de vision entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sur ce qu'est être français. Pour nous, être français, c'est adhérer à un contrat politique, liberté, égalité, fraternité, et ce n'est pas autre chose. Et dans toute cette émission, finalement, ce qu'a fait Éric Zemmour, c'est montrer une vision très rabougrie de la France, très petite, très fermée, dans laquelle, finalement, il n'y a pas de place pour la grandeur de la France telle que nous la concevons, nous. Lui pense que la grandeur de la France, c'est certains rois du temps jadis. Nous pensons que la grandeur de la France, qui fait ce moment magique pour la France, c'est la Révolution, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est deux visions complètement opposées de la France. Enfin, la France, c'est aussi du temps de et c'est aussi la Révolution. C'est aussi ce qui sépare d'ailleurs le patriotisme et le nationalisme. Vouloir défendre les Français, parce que c'est son axe de campagne, il le dit, il le répète, c'est une vision rabougrie de la France ? Mais c'est pas comme ça qu'on défend les Français. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais par exemple de la sécurité sociale. Moi, j'ai l'impression que ce que défend Éric Zemmour, c'est d'abord des intérêts capitalistes, au final. Il défend pas les intérêts des Français. Défendre les intérêts des Français, par exemple, on parle en ce moment dans la crise ukrainienne d'un risque d'augmentation des prix. Bon, il y en a un seul qui propose une mesure solide sur le sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon avec le blocage des prix. Voilà, ça c'est une mesure pour défendre les Français. Pour défendre les Français, il faut déjà commencer par défendre leur pouvoir d'achat, défendre le modèle social, la sécurité sociale. Éric Zemmour veut s'en prendre à ce système-là, il veut pas le défendre. Gilles Legendre. On peut aussi baisser la TVA sur les produits de première nécessité, notamment le gaz, l'électricité, l'essence, etc. Et on peut aussi l'augmenter sur le grand luxe. Immédiate proposée par Marine Le Pen, 20 à 5,5%. Et après, il y a le fond du problème avec on est reparti tout ce qui vient. Non, mais tout ce qui vient. Allez-y, Gilles Legendre. Avec une. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir parler. Le programme de Marine Le Pen, je pense qu'il ne va pas nous rester beaucoup. En même temps, Gilles Legendre, il y a une campagne présidentielle. Le premier tour est dans un mois, donc tout le monde est là pour vendre le programme. Vous nous avez posé des questions sur Gilles Legendre. Alors je réponds. Alors allez-y. On voit bien qu'Éric Zemmour, depuis 6 jours, essaye d'opérer un virage sur l'aile extraordinairement dangereux. Il doit faire oublier ce qui était absolument avéré, c'est-à-dire une complicité, une complaisance manifeste avec Vladimir Poutine. C'est très compliqué compte tenu de ce qui se passe. C'est très compliqué compte tenu de ce qui se passe depuis 6 jours. Il y a deux choses qui sont très contestables. Il y a en effet le fait qu'il considère que Poutine serait un patriote. Être patriote, c'est défendre son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, agresser l'Ukraine rend service à la Russie, rend service au peuple russe? La réponse est à l'évidence non, et non, quelle que soit l'issue de cette guerre. C'est absolument vrai. La deuxième raison pour laquelle Éric Zemmour, à mon avis, fait fausse route, c'est qu'au même moment où il dit il y a un agressé et un agresseur, ce à quoi évidemment nous sommes tous d'accord, il va immédiatement chercher une sorte de salmigondis diplomatique dont le principal objectif est de faire en sorte qu'on puisse quand même donner satisfaction à M. Poutine, sous prétexte de faire taire les armes, mais évidemment avec comme conséquence de céder à l'agresseur. Ça a été l'axe de tout son propos sur l'Ukraine ce soir face à vos deux consoeurs. Gilles Legendre, pourtant lorsqu'il dit « Quand je vois Poutine faisant appel aux Tchétchènes, criant Allah Akbar avant d'aller massacrer des Ukrainiens, ça me glace le sang ». Il n'y a pas d'ambiguïté sur sa position. Sur cette position-là, non. Mais immédiatement après, vous savez, quand une guerre est déclarée avec un agresseur et un agressé manifeste, il reconnaît qu'il y a un agresseur et un agressé. Demander à tout prix, ce qu'il a dit, à tout prix la paix, et la paix immédiate, c'est évidemment donner l'avantage à l'agresseur. Ça veut dire que cette paix-là, on ne pourra l'obtenir que si l'agressé renonce à tout mouvement de résistance et ses alliés, dont nous sommes, se défendent de tout pouvoir de sanction sur l'agresseur. Vous êtes partisan de la guerre, alors ? Non, je ne suis pas partisan de la guerre. BHLien. Non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Le commando BHL, le prix qu'il demande à payer pour que cessent les armes, et évidemment tout le monde cesse les armes, le prix qu'il demande de payer, c'est de faire en sorte que M. Poutine obtienne des gains politiques et diplomatiques qui, d'une certaine manière, légitimeraient son action militaire. Antoine Léaumont.
Mais moi, j'ai un peu du mal à comprendre votre position parce que quand on demande un cessez-le-feu, c'est ce qui est la position du président de la République. Le cessez-le-feu, par la force des choses, c'est un arrêt. Les combats, pas n'importe quel un arrêt dans l'État. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ça, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Lui nous dit, il le faut. Justement, on peut peut-être élargir à ce qu'a dit M. Macron ce soir. Je ne sais pas si. On va y venir dans quelques instants, mais on peut le faire si vous le voulez. Mais M. Macron ce soir avait une position que j'ai trouvée plus intéressante que ce qu'on a entendu sur beaucoup de plateaux télé, y compris de gens de votre majorité parfois. Il était dans une et y compris. Oui, vous êtes plus macroniste que Macron. Qu'on a constaté à l'Assemblée nationale quand Jean-Luc Mélenchon disait à l'Assemblée nationale qu'il fallait aller vers la paix, obtenir la paix et que le peuple russe n'était pas notre ennemi. Il s'est fait huer à l'Assemblée nationale par des macronistes. Ce soir, le président de la République a dit la même chose que nous sur le sujet. Et heureusement, parce que si on va dans une logique de montée des tensions avec une puissance qui est une puissance nucléaire et à sa tête quelqu'un qui a déjà fait la preuve de son imprévisibilité, disons, pour être gentil sur le sujet, c'est que ça quand même commence à être risqué. D'autant plus que M. Macron a pointé un risque qui est très juste, qui est celui de l'élargissement du conflit. Et dans la zone, et là on revient au problème qui existait déjà avant, mais dans la zone, il y a des pays frontaliers qui sont des pays de l'OTAN. Et on va y revenir très longuement dans quelques instants. On va réécouter le chef de l'État. Autre intervention du candidat ce soir, Éric Zemmour, dans l'émission Élysée 2022, Demandez le programme, toujours sur le conflit ukrainien. L'émission a bel et bien commencé par ça, parce que c'est le dossier d'actualité du moment, vous l'aurez compris. Éric Zemmour. Il faut un plan qui prévoit l'organisation nouvelle du continent européen, qui prévoit la neutralisation de l'Ukraine et en échange, le respect des frontières et de la souveraineté de l'Ukraine. Je dis ça depuis le début. Je pense que ce plan est le seul qui peut ramener la paix. Guillaume Bigot, ce plan est le seul qui peut ramener la paix. Il a raison sur ce constat-là, le candidat ce soir, Éric Zemmour, ou pas ? Oui, pour deux raisons qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on a envie de donner raison à Vladimir Poutine. Parce que personne n'a envie de donner raison à Vladimir Poutine, personne n'a envie de récompenser son agression. Mais d'abord, il y a un point, à mon avis, clé, c'est que on ne peut pas menacer quand on a un pistolet à eau face à quelqu'un qui a une mitraillette. Quand on brandit une menace et qu'on n'a pas les moyens de cette menace, il ne faut jamais brandir une menace qu'on n'a pas les moyens d'exécuter. C'est une règle de base, à mon avis, dans la vie, mais c'est encore plus vrai, évidemment, pour un État, quand les enjeux sont aussi graves. Moi, ce que je trouve inquiétant dans cette situation, effectivement, Vladimir Poutine s'est mis de lui-même dans une impasse. Il s'est acculé d'une certaine façon. C'est peut-être une bête blessée. Peut-être est-il isolé, même au Kremlin, on n'en sait rien. On va voir comment réagit son peuple. Je pense que c'est une situation extrêmement sérieuse, à prendre très très au sérieux. Et on est tous gagnés par l'émotion quand on voit ces Ukrainiens, ces braves Ukrainiens prendre les armes et défendre leur terre. On espérait avoir le courage de faire la même chose à leur place, c'est vrai. Mais il faut quand même rester très très calme et plein de sang-froid. Pourquoi ? D'abord parce que Vladimir Poutine, il a montré qu'il ne plaisantait absolument pas. S'il envoie une prune hypersonique sur le Charles de Gaulle et qu'il y a 2500 marins français au fond de la Méditerranée, il va se passer quoi ? C'est quoi l'étape suivante ? Vous pensez qu'il n'est pas capable de le faire ? Moi, je pense qu'il est tout à fait capable de le faire. Deuxième chose, il y a des frontières entre l'Ukraine et des pays qui sont membres de l'OTAN. On a prépositionné, par solidarité, etc., bon, ça se discute, on a prépositionné des troupes et on peut l'entendre d'ailleurs, c'est une façon de garantir la souveraineté de ces États en disant, si vous mettez un pied pour le coup dans ces États, voilà. C'est une chose, et moi je pense que c'est une bonne chose. D'une certaine façon, je pense que Biden, moi je dis pas Biden comme les Américanouillards, parce que je suis pas un Américanouillard, si vous voulez, il faut arrêter de parler l'américain, etc., on n'est pas américain. Donc vous disiez pas Trump alors ? Vous disiez Trump. Ouais, bien sûr. Voilà, Trump. Vous n'avez jamais dit Trump, monsieur Bigot. C'est du grand n'importe quoi. Mais alors, dites Biden écoutez, si vous voulez. Moi, ce personnage, je le trouve assez insupportable. Il a, effectivement, il nous a mis en garde, il a bien expliqué ce qui allait se passer avec Vladimir Poutine, c'est vrai, et il a décidé de retirer ses troupes, de fermer son ambassade sur place. Il a quasiment... Enfin, il aurait donné un chèque en blanc à M. Poutine, il ne serait pas pris autrement, en fait. Il a annoncé à l'avance à Vladimir Poutine qu'il ne réagirait pas. Mais sur l'organisation nouvelle du continent européen, ce que veut Éric Zemmour. En une phrase, je pense que là, l'idée, c'est que... qu'il y ait des troupes de l'OTAN dans ces pays frontaliers pour éviter que Poutine aille trop loin, c'est très bien.
Qu'on aille jusqu'à dire qu'on va aider militairement en envoyant des armes, je pense que ça peut vraiment être interprété comme un casus belli. Donc il n'y a pas vraiment d'issue. Donc je pense qu'effectivement, il faut amener à la table de négociation Vladimir Poutine et on va voir ce qu'il en sort. Mais il faut essayer de calmer le jeu au maximum. C'est une situation, à mon avis, extrêmement dangereuse. Et sur l'organisation nouvelle du continent européen, ce que prône, ce que veut encore une fois ce soir Éric Zemmour, est-ce qu'il faut en passer par là? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il est dans le vrai ce soir? Ce que ça veut dire, il faut décrypter. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, pardon, je vais y répondre. Après, je doute. C'est difficile. Non, mais nous, on est pour une Europe dépatrée. Oui, mais vous pouvez me répondre. C'est très difficile à répondre. Votre question est nulle. Mais je vous pose la question quand même. J'aimerais bien un certain nombre de réponses. Je vais répondre. Ça veut dire concrètement qu'il faut s'accorder sur le fait que ni l'Ukraine ni la Biélorussie rentreront dans l'OTAN et il faut un engagement écrit pour que ces deux pays ne rentrent pas dans l'OTAN. Ni l'Union européenne d'ailleurs. Zemmour oublie qu'il y a déjà une structure qui permet ça, qui est l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dans laquelle il y a la Russie et aussi les États-Unis. Donc il y a un cadre dans lequel on pourrait discuter de ça. Et d'ailleurs, c'est un peu un des reproches que je voudrais faire à l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir, c'est qu'il ne propose pas d'initiative diplomatique forte de ce type-là, dans un cadre qui permette de mettre autour de la table les Russes, les Ukrainiens, les Américains, les Français, tous ceux qui ont intérêt à discuter de cette question, parce que nous avons tous intérêt à discuter de la question de la sécurité en Europe. On voit aujourd'hui que ce qui se passe en Ukraine va avoir des conséquences pour nous aussi, parce que les sanctions économiques que nous sommes en train de prendre, nous savons déjà qu'elles vont aussi nous frapper, nous. Elles vont frapper des entreprises françaises qui sont installées en Russie, mais elles vont aussi frapper les Français par l'augmentation des prix, notamment pour l'alimentation et pour les prix de l'énergie. Donc, si on veut avoir un discours cohérent, si on veut pouvoir traiter ces questions-là, il faut être capable de se mettre autour de la table. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec vous sur un point. Et sur ce point-là aussi, nous avons été critiqués hier, mais je suis désolé, je vois pas d'autre solution. Quand on dit qu'on va envoyer des armes aux Ukrainiens, ça veut dire donc qu'on prend part au conflit comme des participants belligérants en quelque sorte du côté des Ukrainiens. À la rigueur, il faut le faire sans le dire. Mais il ne faut pas le dire sans le faire. À la limite, ça pourrait être entendable. Ça pourrait être entendable. Mais si on dit qu'on envoie des armes, ça fait de nous des alliés de l'Ukraine. Gilles Legendre. Évidemment, tout le monde rêve d'un ordre européen, un ordre mondial qui fonctionne bien. Ouais. Évidemment, les dispositifs, les institutions, les organisations qui ont été mises en place à la suite de la Seconde Guerre mondiale ont montré une forme d'essoufflement, d'inefficacité, d'impuissance. Donc, repenser ce système-là, tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est aujourd'hui la solution qu'il faut mettre sur la table? Je pense que c'est irréaliste. Le propos d'Éric Zemmour semble faire totalement l'impasse sur le fait que, actuellement, sur le terrain ukrainien, les troupes soviétiques, les troupes russes avancent de manière inexorable, avec des morts, avec une volonté extraordinairement agressive. Et donc, certes, il faut de la diplomatie, et ça, on ne peut pas reprocher au président Macron de ne pas tenir cette ligne-là. C'est même celui qui la tient de la manière la plus constante vis-à-vis de Vladimir Poutine depuis l'origine, depuis le début de son quinquennat, y compris en prenant de temps en temps un certain nombre de risques, et c'est très bien ainsi, mais il faut aussi qu'il y ait une composante de fermeté. Et le président a été très clair là-dessus, diplomatie, sanctions et action humanitaire. J'en reviens à la proposition d'Éric Zemmour. Lui, il prône ceci pour ramener la paix. C'est bel et bien ce que tout le monde veut. Pardonnez-moi, je vais terminer la question. Donc, si vous jugez que la proposition n'est pas assez bonne ou ne va pas assez loin, comment on ramène la paix aujourd'hui alors que les troupes russes sont aux portes de Kiev? Je vais essayer de répondre. Il y a des éléments d'apaisement. La première chose, je vous répète, je vous le dis, c'est l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN avec un engagement écrit. La Biélorussie ne peut pas rentrer dans l'OTAN avec un engagement écrit. Probablement régler le cas définitivement la Transnistrie, probablement entériner le fait que le Donbass, la Crimée et une zone côtière soient définitivement intégrées à la Fédération de Russie. On va voir ce qui se passe parce que le problème, c'est que souvent dans ce genre de situation, les pourparlers et les négociations diplomatiques, c'est aussi un prétexte pour avancer militairement. Moi, je pense qu'à l'heure qu'il est, je peux me tromper, j'espère me tromper pour les Ukrainiens, mais je pense que le Dniepr va devenir une frontière en réalité de la Fédération de Russie et du reste. Ça, c'est dans le meilleur des cas si ça s'arrête. Si ça s'arrête, derrière, il y a d'autres enjeux, et notamment un enjeu qui, à mon avis, est crucial, c'est celui de la Finlande. Est-ce que la Finlande va, oui ou non, rentrer dans l'OTAN? La Finlande veut désormais rentrer dans l'OTAN. L'OTAN a cette politique de la porte ouverte. À mon avis, je peux me tromper, ça va être considéré comme un casus belli par Vladimir Poutine. Et je pense que c'est une boîte de Pandore. Alors, de deux choses l'une, soit le peuple russe ou les oligarques se débarrassent de M. Poutine assez rapidement, et moi je serais le premier ravi qu'ils le fassent, mais on ne peut pas le faire à leur place et on n'est pas dans une série Netflix là. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Soit deuxième solution,
Malheureusement, le peuple russe soutient Vladimir Poutine. Je vous signale que les États-Unis ne sont pas plus la première puissance économique mondiale, c'est la Chine qui est la première puissance économique mondiale. Que le gaz russe, ils peuvent le vendre aux Chinois. Les Indiens n'ont pas l'air d'être très inquiets par ce qui se passe en Ukraine. Oh, les Indiens, c'est 3 fois rien, c'est 1 milliard de gens, c'est pas très grave. On pense qu'on est toujours le monde, que les États-Unis d'Amérique, Mickey, etc., c'est encore le monde. Mais non, en fait, les 2/3 de l'humanité ne sont pas dans votre globalisation à la noix. Avec l'Union européenne, tous les gars du monde se prennent la main pour faire des start-up, etc. Ça marche dans l'Occident protégé par le parapluie américain. En dehors de ça, ça ne marche pas. C'est le déchaînement de la violence au Moyen-Orient, c'est le déchaînement de la violence en Afrique, et les autres pays du monde regardent ça avec attentisme. La Chine n'a pas encore tout à fait choisi son camp. Si elle devait choisir le camp de Vladimir Poutine, ce serait extrêmement grave et ce serait une bascule dans un autre monde. Là, je suis complètement d'accord avec le président Macron. Donc il faut rester très calme. Il ne faut surtout pas, à mon avis, se précipiter et faire n'importe quoi, même si nous sommes tous gagnés par l'émotion, c'est normal. Gilles Legendre, votre solution pour ramener la paix? Pour l'instant, la seule solution, c'est de faire une pression sur la Russie pour qu'elle cesse cette agression. Mais ça ne fonctionne pas, Gilles Legendre. Mais attendez, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Mais il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Sinon, ça veut dire quoi? Mais comment vous y prenez? Ça veut dire qu'on a... Mais c'est la concrètement, comment vous y prenez? C'est la diplomatie qui doit le faire, et ça ne se fait certainement la diplomatie, ça passe avec le dialogue entre Vladimir Poutine et le président français. Il passe 1h30 au téléphone. Quelques jours après, l'armée russe est au port de Kiev. Mais qu'est-ce que vous savez de ce qui se passera sur les jours, les semaines et les mois qui viennent? J'en sais rien. Et ben voilà, et moi non plus. Et je ne prétends pas le savoir. Et on peut faire les fresques, et on peut faire les fresques les plus spectaculaires, brandir les dangers, appeler à la rescousse l'Inde, la Chine, etc. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le cœur de cette négociation. Bah c'est un problème. Mais ça, c'est le genre de c'est de parler peut-être des enseignements qu'on peut revenir sur cette justement. Vous avez raison pour avancer. On tourne un peu en boucle, messieurs. Et là, on peut passer la nuit à effectivement. L'ancien journaliste reprend les commandes. Juste pour essayer d'avancer, il a raison, Philippe Ballard. Vous voyez comme quoi, vous avez beaucoup d'années de télévision derrière vous. Vous sentez que ça mouline. Philippe Ballard a raison. On va écouter le président Macron parce que je vous le disais, il prenait ce soir la parole à 20h devant les Français. Il rejoint en quelque sorte ce que disait aussi ce soir Éric Zemmour sur CNews, sur le constat et sur ce qu'est aujourd'hui la Russie et Vladimir Poutine. Le président de la République, Emmanuel Macron. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Antoine Léaumont. Oui, non, mais il a raison de dire que c'est pas un conflit entre l'OTAN et la Russie, mais personne n'a dit ça. Ce que des gens ont dit, et a raison, c'est qu'il y avait eu une montée des tensions dans la période qui a précédé entre l'OTAN d'une part, qui s'est étendue à l'est jusqu'aux frontières de la Russie, et la Russie d'autre part, qui voit dans cette progression d'une alliance militaire jusqu'à ses frontières un danger pour sa sécurité. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que si on veut réussir à ramener la paix sur le continent, l'une des solutions est de vider les arguments de M. Poutine. Vous le disiez tout à l'heure, si on décide collectivement que l'Ukraine est un pays neutre, collectivement, ça veut dire avec les Ukrainiens eux-mêmes. Et c'est dans la constitution des Américains surtout. Oui. Et les Américains, mais c'est dans la constitution de l'Ukraine qu'elle est un pays neutre. C'est dedans, c'est pas moi qui l'invente, qui le crée, c'est la position aussi. Dans la constitution de l'Ukraine, il y a indiqué qu'ils veulent adhérer à l'OTAN. C'est dans la constitution. Non, dans la constitution de l'Ukraine, il est dit que c'est un pays neutre. Non. Par ailleurs, vérifiez, attendez, c'est important. Et par ailleurs, c'est ça qui a déclenché le casus belli. Depuis 2014, ils ont inscrit dans leur constitution l'adhésion à l'OTAN. Je vous garantis. À terme, l'adhésion à terme à l'OTAN. Non, mais effectivement, mais alors je me suis mal exprimé, je reviens sur ce que je disais. En 1990, quand ils ont fait la Constitution, la neutralité était mise à l'intérieur du sujet. C'est par ailleurs la position du président Zelensky. Il s'y est dit favorable à la neutralité de son pays, justement pour ramener la paix. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on peut pas
pas donné le point à M. Poutine sur la zone à l'Est, monsieur, dont j'oublie le nom à cet instant, mais sur la zone à l'Est qui est pas revendiquée par les Russes, mais dont les Russes ont le Donbass. Voilà. On peut pas donner comme ça à Poutine la souveraineté sur le Donbass. Sinon, ça veut dire qu'on admet. Personne ne lui donne. Et malheureusement, il l'a prise. Sinon, ça veut dire qu'on admet que des frontières puissent être mises en cause en Europe par la force. Et ça, personne ne peut l'accepter. Ça s'appelle le Kosovo. Mais ça, je suis d'accord avec vous aussi. Par ailleurs, c'est un énorme problème également. Mais si on veut revenir sur cette question-là, Jean-Luc Mélenchon, ça fait des années qu'il parle d'un truc un peu seul dans le désert, mais il parle de faire une conférence des frontières en Europe. Parce que la question des frontières, elle n'est pas posée seulement ici. Elle est posée aussi en Catalogne, elle est posée aussi entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, elle est posée dans plein d'endroits de l'Union européenne. Il y a 13 pays qui ont des conflits sur la question des frontières. Donc si on veut sortir de cette situation par le haut, discutons-en, utilisons des solutions diplomatiques. Alors, ce qui serait bien, c'est quand même de commencer à tirer des leçons de cette période. Bon, on est tous d'accord pour dire place à la diplomatie. Chaque candidat, Mélenchon, Marine Le Pen, appelle à ce que la diplomatie prenne le pas, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, voilà, tout simplement. Mais moi, j'écoutais Emmanuel Macron ce soir, et il y a un mot qui a été prononcé à plusieurs reprises, c'est souveraineté. Alors, souveraineté européenne, c'est là où il se trompe de paramètres, parce que la souveraineté, elle ne peut être que nationale. Il y a cette crise internationale. On peut aussi se rappeler qu'il y a une crise sanitaire, qui n'est pas terminée, qui a commencé en 2020. Et là, il y a les mots magiques qui reviennent, c'est souveraineté. Alors, souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire. C'était dans l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron du 12 mars 2020. Bon, lui, il parle d'Europe. Nous, on parle de France. Là, ce soir, il nous a parlé de souveraineté énergétique, de souveraineté également en matière de défense, en augmentant le budget des armées. C'est ce que souhaite faire Marine Le Pen, mais beaucoup plus amplement que ce que propose Emmanuel Macron. Il va falloir tirer quand même des leçons. Emmanuel Macron nous a dit, il s'interrogeait en 2020, la mondialisation, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin ? Il pouvait poser la question à Marine Le Pen, elle lui aurait dit oui, et depuis très longtemps. On nous a vendu une fable qui nous a qui nous a mis dans le fossé des millions de Français, chefs d'entreprise comme salariés. Maintenant, on esquisse quelques ébauches en employant ce beau mot de souveraineté. Bon, malheureusement, encore une fois, on se trompe de périmètre, on parle d'Europe, mais pas de la France. Voilà, il faut commencer à tirer des leçons, et ça, je pense que le 25 avril, Marine Le Pen pourra les mettre en application. Je pense qu'elles ont été tirées ce soir, et pas seulement ce soir. Mais c'était pas le discours de 2017, c'était la Startup Nation, la nation pro-business. Il se trouve qu'il y a une immense coïncidence de deux crises qui n'ont strictement rien à voir. La crise pandémique et l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et les deux posent le même sujet, la question de l'indépendance de l'Union européenne et de l'Europe sur un nombre considérable de sujets. Le sujet économique, la souveraineté, l'OTAN, la souveraineté sanitaire, la souveraineté industrielle, la souveraineté écologique, la souveraineté alimentaire et la souveraineté militaire. Souveraineté doit s'entendre en termes d'indépendance, de faire en sorte que l'Union européenne dépende beaucoup moins que ça n'était le cas jusqu'à présent d'autres pays. Et pourquoi pas la France ? D'autres régions. À l'intérieur. Parce que là, c'est le pas vers le fédéralisme. Non, mais attendez, je vais jusqu'au bout. À l'intérieur de l'Union européenne, la France aussi. Simplement, il y a un certain nombre de sujets qui, si nous ne sommes pas capables, à l'intérieur de l'Union européenne, de mutualiser nos moyens, nos forces, nos stratégies, nous sommes soumis à la forme d'impuissance que nous avons subie. C'est très bien de s'en rendre compte en 2022. Mais pourquoi c'est pas ce discours que vous teniez en 2017, que Emmanuel Macron ne tenait pas en 2017 ? Et encore une fois, il fait une erreur, et vous faites une erreur en parlant de l'Europe à la place de la France. Non, mais c'est pas à la place de. Mais si, il faut faire un choix dans la vie. C'est avec. Mais en quoi on peut coopérer. On peut coopérer. Airbus, Ariane, etc. Relever le défi écologique tout seul, ça n'a aucun sens. Ça a bien sûr. Le localisme, les circuits courts. Penser qu'on est capable de peser militairement tout seul, même si évidemment la France, en raison de son statut de puissance nucléaire, a un statut particulier, ça n'est pas suffisant. Il n'y aura jamais d'armée commune en Europe. Il peut y avoir des stratégies militaires communes, il peut y avoir des constructions de matériel militaire commun, c'est déjà entamé. L'Europe de la défense, elle est en route. Ça marche pas. Il faut juste aller plus loin. Antoine Léaumont. Il se trouve au fond des choses. Attendez, pour finir, que les deux crises ont fait faire à l'Union européenne deux progrès énormes. La crise sanitaire sur le plan de relance, qui a permis de débloquer ce que l'Europe avait toujours refusé de faire. Mais qui coûtera plus cher à la France en remboursement. Et sur le plan militaire, ce qu'a décidé l'Allemagne,
décision historique depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est d'accepter de renforcer à 100 milliards d'euros son budget militaire. On a presque envie de dire, malheureusement, merci ces deux crises. Évidemment, ce qu'on ne fera pas, mais ça a permis à un certain nombre de mondialistes euro-BA d'ouvrir les yeux. Tout simplement. Vous me disiez, il faut en tirer les leçons. Voilà des exemples où on en tire les leçons. Antoine Léaumont, on va aller au fond des choses. Si on veut aller au fond des choses, parce que on nous fait des grands discours sur la démocratie, défendre la démocratie, etc. Mais justement, la démocratie, c'est une question de souveraineté. Et c'est une question de possibilité pour les peuples, quand ils prennent une décision électorale, de voir ensuite leur décision être appliquée. Et pour ça, il faut être souverain. Or, le cadre de la souveraineté actuelle, il est national, il n'est pas européen. C'est pas vrai. Il n'y a pas de... La souveraineté européenne, c'est une chimère. Le Parlement européen, sa puissance de décision du Parlement européen, qui est la seule instance sur laquelle les gens votent, elle est quasi nulle au niveau européen. Donc, le seul endroit où vous avez de la souveraineté qui s'exprime, c'est la sphère nationale, et c'est donc la sphère nationale qu'il faut d'abord rendre autonome et souveraine. Parce que si vous n'avez pas la capacité de production en matière de défense, si vous n'avez pas la capacité de production en matière alimentaire, si vous n'avez pas la capacité de production en matière énergétique, alors vous n'êtes pas souverain parce que vous n'êtes pas indépendant. Donc vous ne pouvez pas dire, non, vous n'êtes pas tout seul, précisément. Mais ça, c'est ce qu'on nous a vendu pendant des dizaines d'années pour nous vendre la mondialisation, et ça nous a mis dans le fossé. Comment c'est pas la mondialisation seulement. Avoir toujours ce même discours. Vous avez deux visions qui sont également, à mon sens, inopérantes. Vous avez d'un côté une vision où on dit c'est que la France, etc. Mais non, on peut coopérer. Et de l'autre côté, c'est que l'Europe. C'est pas le fédéralisme. Nous sommes une puissance. Mais personne ne parle de fédéralisme. Mais si juste développer la souveraineté européenne, on voit très bien ce sur quoi on va déboucher. Jamais Emmanuel Macron n'a parlé de fédéralisme. Jamais. C'est des mots cachés. Antoine Léaumont et Guillaume Bigot. C'est juste pour aller au bout. Nous sommes une puissance qui est capable d'obtenir son autonomie et sa souveraineté. Nous l'avons déjà fait par le passé. Je vois pas pourquoi on serait plus capable de le faire aujourd'hui. Donc, c'est un objectif qui est atteignable, mais nous sommes à l'intérieur de l'Union européenne et nous avons des partenaires à l'intérieur de l'Union européenne. Ce que nous pouvons exiger d'eux, c'est de respecter un certain nombre de règles, et notamment, si on parle de notre relation, par exemple, à l'Allemagne, on peut rééquilibrer l'économie française par rapport à celle de l'Allemagne. L'Allemagne, actuellement, elle ne respecte même pas les critères de l'Union européenne, puisqu'elle a un excédent commercial qui est exagéré par rapport à ce qu'autorisent les traités. On n'en parle jamais de ça. On parle souvent du déficit commercial français, mais on ne parle pas du fait que l'Allemagne ne respecte pas les règles. C'est un problème assez considérable dans Guillaume Bigot. Et ce sera le mot de la fin. Bon, rapidement, cette histoire de souveraineté européenne, effectivement, ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire ces deux mots qui sont incompatibles, c'est comme de l'eau sèche ou du feu froid. Pareil. La souveraineté européenne, si vous entendez par souveraineté l'indépendance, oui, alors on peut parler effectivement d'une indépendance européenne, de l'indépendance de l'Union européenne, de l'autonomie, etc. Mais la souveraineté, au sens juridique, c'est un terme très précis, ça nous renvoie à la Constitution française, c'est la souveraineté appartient au peuple, la souveraineté... Vous jouez sur les mots, Guillaume Non, Bigot. je ne joue pas sur les mots. Alors, je joue avec moi, je ne joue pas avec la Constitution, si vous voulez bien. Mais nous non plus. La souveraineté appartient au peuple, elle n'appartient pas à des fonctionnaires, elle n'appartient pas à quelqu'un comme Madame Leyen que personne n'a élu, elle n'appartient pas à une banque centrale que personne ne contrôle. Ces traités sont inférieurs à la Constitution, et la Constitution, c'est le peuple français qui l'a fait, et le peuple français, c'est le patron. C'est pas l'Union européenne, ce ne sont pas des fonctionnaires. Ça va plus loin que ça. On a signé des traités... Juste une petite phrase, mais on a signé des traités... On a signé des traités contre l'avis du peuple français. C'est aussi ça le problème. On les a effacés. Mais complètement. Le traité constitutionnel. Quand on fait des référendums comme en 2005, le résultat peut tomber à la poubelle. Parce que je sais ce qu'on va me répondre. On va me dire oui, mais c'est une liberté formelle, mais dans la réalité, il n'y aura pas de liberté parce que on est dépassé par des États continents et blablabla. Tout le monde voit très clair, tout le monde voit bien ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une double vassalité, c'est une vassalité militaire à l'égard des États-Unis qui, en plus, ne nous protège même plus. Ça, je pense qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Et c'est une vassalité économique qui fait que nos chômeurs, ça fait 30 ans maintenant qu'ils subventionnent les exportations de Mercedes en Chine et que ça commence à bien faire. Merci, donc, messieurs. Il n'y aura ni protectionnisme, ni relance. D'être revenus ce soir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Puis enfin, je vous invite également à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je les lis toujours, ils m'aident beaucoup à progresser, à savoir comment vous avez perçu cette émission. Personnellement, j'ai trouvé qu'elle était plutôt tranquille, ça change, donc j'ai bien apprécié l'affaire. Voilà, j'attends vos commentaires et puis comme toujours, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!